Et on se retrouve toujours en direct sur les réseaux sociaux pour cette dernière conférence de ces 2 jours du Salon Your Futur. Ici, toujours en direct du Parc des Princes et de la salle de presse du parc pour parler d'un sujet qui est à la fois un sujet qui fait rêver, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qui en même temps peut angoisser. Et justement, on va essayer de sortir de l'angoisse, l'éco-anxiété, comme on dit parfois, pour passer dans le concret. Vous le savez, d'ici 2050, il faudrait avoir des émissions carbone assez neutres. Sinon, on risque d'avoir quelques augmentations de température qui vont avoir des conséquences assez dramatiques sur l'état de la planète. On voit d'ores et déjà ce dérèglement qui est à l'œuvre avec des températures trop chaudes, trop froides, avec aussi des catastrophes naturelles qui se passent malheureusement de plus en plus fréquemment. On l'a vu très récemment dans l'actualité. Et c'est un phénomène qui est fait pour durer. Mais dans le même temps, eh bien, on n'a jamais été autant dans le progrès technique. Les biotechnologies, notamment la bioéconomie, tout ça permet d'envisager peut-être plus sereinement l'avenir, ou en tout cas pas sereinement, mais de se dire qu'on va peut-être être capable de l'affronter. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux expertes et experts de ce sujet. Nathalie Gaveau, bonjour. Bonjour. Professeur des universités, et Romain Debrève, bonjour. Bonjour. Maître de conférences en sciences économiques. Vous venez ici représenter l'université de Reims et les différentes formations qui sont proposées. Est-ce que vous pouvez peut-être, en quelques mots, Nathalie, d'abord nous présenter votre école, les formations que vous avez, qu'on ait un contexte un peu général d'où vous nous parlez? Alors, de façon générale, Reims, c'est pas très loin de Paris. C'est à 45 minutes en TGV. On a une université qui est pluridisciplinaire, qui est également sur plusieurs sites. Donc, on est sur Reims, on est sur Charleville, on est sur Troyes, sur Châlons-en-Champagne. Et au total, il y a à peu près 30 000 étudiants. Donc ces 30 000 étudiants sont répartis sur ces sites. Et puis, eh bien, c'est des étudiants qui vont être soit en sciences, donc les sciences telles que vous les connaissez, maths, physique, chimie, biologie, informatique. Des étudiants qui vont être plutôt côté arts, lettres, droit, sciences éco, avec Romain, Sciences de gestion. gestion, langue. Alors, je mettrai un petit pense-bête pour ne pas droit. oublier, voilà, du droit des lettres des langues et de la technologie. Donc, ce qui caractérise Reims, en fait, c'est l'université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est vraiment que c'est une université qui est pluridisciplinaire, donc qui vous forme dès le bac plus 1 jusqu'au bac plus 8, qui est la thèse. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des formations qui sont vraiment axées sur la transition écologique, ou est-ce que c'est quelque chose qui hybride un peu certaines des formations que vous avez? Je continue. Tu peux continuer. Allez, je continue. Et donc, oui, nous avons des formations dans cette thématique. Et en fait, c'est une thématique qui est, qui est assez transversale. Donc, vous pouvez être intéressé par la problématique de la bioéconomie en vous intéressant au volet sciences. Donc, dans ce cas-là, c'est ce que je vais juste vous expliquer en quelques mots. Et puis, au volet économique. Donc là, ça sera plus du côté de Romain. Donc au niveau des formations dans le domaine des sciences, on a la chance à l'université d'avoir différents niveaux de spécialisation. Nous avons ouvert l'an dernier un diplôme supérieur professionnel, donc c'est niveau bac plus 1, dans le domaine de la biotechnologie et des chimies vertes. Alors ce diplôme a l'avantage d'être proposé en apprentissage, donc vous êtes payé dès la première année de votre formation. C'est une formation en 1 an qui débouche directement sur un emploi. Je vous le dis de façon très sûre et certaine, parce qu'en fait ce diplôme, on l'a construit avec les entreprises et les entreprises sont vraiment demandeuses et attendent de recruter des étudiants qui seront sortis de cette formation. Et ça va être quoi comme type de poste qu'on Donc, pourra avoir? c'est des postes d'opérateurs de ligne, on va dire, de qualification relativement moyenne, mais c'est une main-d'œuvre qui est aujourd'hui très recherchée. Il fait quoi un opérateur de ligne ou une opératrice de ligne? Eh bien, par exemple, c'est quelqu'un qui va produire dans le domaine des biotechnologies, qui va produire le sucre que l'on consomme à partir des betteraves récoltées dans les champs, ou qui va produire du bioéthanol qu'on va mettre dans les voitures
à partir des résidus de ces betteraves ou des résidus de blé. Donc l'objectif de la formation, c'est d'apprendre à transformer justement et à être Oui. dans d'autres schémas qui ne soient pas les schémas traditionnels un peu de consommation. Oui, tout à fait. C'est de former aux gestes qui seront utilisés par la suite dans l'entreprise et de donner les bases en fait pour que l'employé comprenne ce qu'il réalise tous les jours. Vous avez quoi d'autre comme formation un peu dans ces thématiques? Donc ça c'est une formation au niveau Bac+1. Après, donc, nous avons 3 autres formations, on va dire, remarquables, parce qu'il faut bien faire un choix dans ce qu'on vous présente. On a une formation d'ingénierie. Donc, je vois qu'il y a des demoiselles qui étaient intéressées par ces formations. Ça s'appelle des cursus master en ingénierie. Donc, on abrévie CMI. Donc, c'est des formations en 5 ans. On recrute dès le bac. Et c'est une formation donc, qui forme au métier d'ingénieur, et là, dans le domaine des biotechnologies végétales. Donc, cette formation-là, juste en 2 minutes, elle a des atouts par rapport aux formations classiques, puisque il y a beaucoup de stages. On vous oblige à faire une mobilité à l'international pendant minimum 3 mois, pendant les 5 ans de formation. Et là aussi, c'est un travail qui est fait en partenariat avec les entreprises et avec les laboratoires de recherche. Et puis, peut-être un troisième type de diplôme, les licences professionnelles, donc, qui sont aussi donc, niveau Bac+3, et qui sont aussi très en lien avec les entreprises, puisque là, donc, nous avons notamment 3 licences professionnelles, une sur les grandes cultures et l'environnement. Donc, on est bien dans ce contexte de développement durable, changement climatique. Une autre licence professionnelle dans le domaine de la viticulture et de l'environnement. Alors, Reims, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une boisson qui est très connue, en Champagne. Voilà, qui pétille. Donc, la viticulture a une place très importante dans la région. Donc, il y a une formation qui est spécifique dans ce domaine-là. Et puis, une formation également en biotechnologie, licence professionnelle de biotechnologie. Et puis après, on peut continuer en master, biologie, agrosciences, et continuer en doctorat. Voilà. L'avantage peut-être, Romain, c'est que vous, par exemple, vous faites plutôt des sciences éco, c'est que là, on voit le volet un petit peu scientifique, mais il y a un volet économique avec ce qu'on appelle la bioéconomie. Alors, force est de constater, même si on fait semblant, les journalistes, on n'a pas du tout la science infuse, on a des fiches, et je vous avoue que le terme de bioéconomie, c'est la première fois que je le vois passer. Qu'est-ce que c'est la bioéconomie? Voilà. Vaste question. Alors, il faut s'imaginer que la bioéconomie, c'est une nouvelle façon d'imaginer le monde, partant du principe que notre société s'est développée autour du pétrole, des ressources non renouvelables, et qu'aujourd'hui, il est l'heure de passer aux ressources organiques, ressources renouvelables issues de la photosynthèse, ce qui nécessite une reconfiguration totale de nos modes de production, de consommation, également une refonte totale des politiques publiques, même de la réglementation. L'idée, c'est repenser nos modèles de développement et parfois même remettre en question le rôle de la croissance. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on vit dans une société, et on le voit ici, on a des écoles, des entreprises, où on fait un travail qui va permettre d'être dans une optique productiviste, de créer de la valeur, de créer du chiffre d'affaires, mais pour créer du chiffre d'affaires, il faut créer du business. Pour créer du business, il faut produire des choses, ça peut être polluant, ça peut être comme ça. La bioéconomie, c'est une manière de dire, repensons notre système économique de façon à ce qu'il ne soit peut-être pas trop axé sur ça. Il y a d'autres valeurs. C'est quoi ces autres valeurs? Vous parlez de stopper la croissance, par exemple, on parle de décroissance. Tout ça, c'est la décroissance en économie. Oh là là, encore un vaste sujet. Bon, la décroissance, ça renvoie à l'idée selon laquelle il est possible de nous développer, c'est-à-dire de continuer à vivre, mais en considérant que la création de richesse n'est pas forcément une fin en soi. Au contraire, la richesse, sa redistribution, ça peut être aussi un moyen de mieux vivre et d'améliorer sa qualité de vie. Donc parfois, accepter ou avancer l'idée de la décroissance, ça peut être aussi l'idée selon laquelle on prend le temps de penser, de reculer pour mieux rebondir. Voilà. Parce que ce qu'il faut se dire, et je pense que c'est quelque chose qu'on a en tête, c'est que le modèle qu'on a économique actuel, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des décisions qui ont été faites, il y a des choses qui ont été faites, tout à fait. Et que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Justement, la bioéconomie, c'est retravailler sur ce modèle, se dire, voilà, on en a hérité depuis les années 70, la productivité, des choses comme ça. Exactement. Mais il y a des choses qui peuvent évoluer. Voilà. Alors,
en ce qui concerne la formation, puisque notre objectif, c'est d'éclairer les étudiants, les émanciper, pour qu'ils puissent avoir conscience de ce qui se passe autour pour agir, parce que ce que moi j'apprécie particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont vraiment envie de donner un sens à leur métier, un sens à leur formation. Alors, en ce qui concerne nos enseignements, donc on enseigne l'économie, la gestion, également la sociologie de la première année jusqu'au doctorat. Alors, il faut savoir que sur les thèmes de la transition écologique et de la bioéconomie, on ne fait pas ça dès la première année à la fac, d'accord ? On monte en puissance, parce que pour pouvoir critiquer le système dans lequel on est, dans lequel nous sommes, et trouver des solutions, il faut déjà savoir comment le dispositif fonctionne, d'accord ? Donc c'est pour cela qu'on a besoin, durant les 3 premières années de licence, d'avoir tous les outils actuellement à l'œuvre, savoir comment ça fonctionne, pour ensuite les utiliser d'une autre manière et repenser donc nos modèles de développement et accompagner les politiques publiques, les entreprises, les ONG. Voilà. Et durant la licence, ça c'était un souhait collectif au sein de notre faculté, c'était d'insérer des matières dédiées à la transition, d'inviter les étudiants à participer à des grands événements, par exemple la fresque du climat, pour montrer ce que c'est que le changement climatique, etc. Voilà. Ce sont des exemples. Donc il y a au début en licence la volonté d'alerter, et c'est à partir du master, si vous faites un parcours d'économie, de gestion, de sociologie, que l'on va vous proposer un master dédié à cela, qui va s'appeler Sciences de la durabilité, dédié justement à le sujet dont il est question aujourd'hui. Les entreprises, elles attendent des profils comme ceux-là, qui sont capables de penser différemment. Ouais. Parce que c'est un paradoxe, si on recrute quelqu'un, c'est pour nous aider à être croissants, et s'il nous décroît, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Alors attention, ce n'est pas qu'une question de décroissance, hein. Il y a d'autres modèles. Il y a la décroissance, il y a de vrais débats. Je ne vais pas m'élargir, mes chers collègues économistes, je ne vais pas m'élargir là-dessus, mais parce qu'on est filmé, bien sûr, on va faire attention. Mais ici, ce que je veux dire, c'est qu'on peut repartir du principe que la croissance économique, c'est un objectif en soi, mais il faut faire ça de manière plus qualitative. Il faut faire ça de manière beaucoup plus qualitative. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que les formations qu'on propose permettent aux étudiants d'avoir davantage de recul sur ce qui se passe, et cette prise de recul est vecteur d'innovation, de créativité, et de souplesse. C'est-à-dire que les entreprises qui ont été habituées à travailler d'une certaine manière, je mets le micro ici comme ça, habituées à travailler d'une certaine manière, ont besoin de sang neuf. Voilà. Et le sang neuf, ça passe par des étudiants qui ont été formés aux enjeux de la transition écologique en pensant systémique. D'accord, on se croirait. On va laisser passer pendant C'est pour l'heure de la troisième mi-temps. Ouais. On va laisser passer. D'accord. Comme ça, on coupera au montage, parce que tout va être monté. Voilà. D'accord, bon, on fait vivre un petit moment. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Ok. Vous n'êtes pas, je vous sentais pas oublié de sortir ici, vous inquiétez pas. Donc justement, vous disiez. Je disais que l'un des avantages aujourd'hui avec la formation que l'on propose, c'est qu'on a des étudiants qui ont à la fois des compétences techniques, qui est capable de faire des entretiens, faire du quali, faire du quanti, également capable de faire des scénarios, créer des indicateurs et d'accompagner les décideurs en proposant un langage commun. Donc nous, ce qu'on fait avec Nathalie, l'interdisciplinarité, on aime bien. On a des étudiants d'économie qui viennent faire des projets avec les étudiants venant du monde de l'ingénieur, des biotech, et on les met ensemble pour penser à une problématique et proposer des solutions à la fois techniques et économiques pour voir si ça fonctionne bien. Est-ce que, Nathalie, tous ces secteurs dont on parle, donc c'est-à-dire se former pour travailler sur des enjeux liés aux transitions écologiques, sociales, économiques, est-ce que ça, c'est des choses qui vont être porteuses ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, il y a des entreprises qui demandent, mais dans 5, dans 10 ans, on va avoir besoin de profils qui ont été formés à tout ça ? Oui. Justement, à l'université, on est en train de réaliser un diagnostic des métiers et des compétences d'avenir dans le domaine des biotechnologies et de la bioraffinerie végétale. Et on est en train de montrer et de chiffrer que les entreprises vont avoir besoin d'un certain nombre de types de métiers différents durant les 5, voire 10 prochaines années. Donc au niveau du contexte un petit peu de la Champagne-Ardenne ou de la région Grand Est de façon générale, on a vraiment tout un écosystème qui est favorable pour l'émergence de ces nouveaux métiers.
On a des nombreuses entreprises, on a des laboratoires de recherche qui trouvent des solutions innovantes. Et voilà, on a cette formation, la recherche et les entreprises. Avec des métiers, qu'est-ce qu'il y a comme exemple de métiers qui peuvent être, dans Eh bien, on a vraiment les métiers, des métiers type ouvrier jusqu'à des métiers de niveau cadre, à la fois des opérateurs, des techniciens dans le domaine des laboratoires, par exemple. Ensuite, on recherche beaucoup des ingénieurs au niveau des entreprises et également au niveau des laboratoires de recherche. Et puis après, des cadres, des dirigeants de start-up, des personnes qui innovent, qui peuvent venir compléter le panel. Et de notre côté, en sciences humaines et sociales, on peut avoir formé à ce que les étudiants deviennent des chargés d'études, plan climat, air, énergie, qui sont fortement demandés par les politiques publiques, par les comités de communes, etc. Parce que le plan climat, ça renvoie à la mobilité durable, la relation entre la ville et la campagne. Si vous vivez à la campagne, comment vous faites pour vous déplacer au regard de l'augmentation du prix de l'énergie? Il y a tous ces sujets-là. Il y a également d'autres emplois dédiés, par exemple, aux programmes alimentaires territoriaux. Comment on peut développer les filières bio, par exemple. Comment on peut produire local. Et par exemple, on a d'autres étudiants qui travaillent tout simplement dans les banques en tant qu'économistes et qui sont là pour faire des diagnostics en matière de déploiement d'innovation visant à produire de l'énergie renouvelable, méthanisation, produire du biogaz local via l'agriculture ou encore du photovoltaïque. On va avoir besoin de ce type de profil, de ce type de formation dans tous les secteurs de l'économie. Ça va devenir un vrai enjeu. Peut-être qu'il y a un point à donner, c'est un peu les objectifs. Il y a eu les accords de Paris, il y a des objectifs au niveau européen. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé très récemment, enfin pas à titre personnel, mais j'ai travaillé avec le groupe Eiffage Construction. Le groupe Eiffage Construction, ils se rendent compte qu'il y a une réglementation qui va arriver et qui va devoir faire qu'ils vont, c'est une loi européenne de taxonomie verte, ce groupe-là, qui fait de la construction, va devoir, comme toutes les autres entreprises, pouvoir expliquer de manière très concrète quelles sont leurs émissions de gaz à effet de serre, dans les transports, dans les choses comme ça, la traçabilité aussi de leurs fournisseurs. Le gars qui vient me livrer du ciment, je veux savoir que dans sa boîte aussi, il fait tant d'émissions, etc. Et ça, on ne peut pas improviser du jour au lendemain, il faut être formé. C'est des enjeux comme ça, c'est que la réglementation va être sans doute de plus en plus sévère. Et donc se former aujourd'hui, c'est s'assurer un métier confortable demain. Exactement. C'est bien cela. Alors nos étudiants, eux, sont formés à étudier les filières, tout simplement, les filières et les secteurs d'activité, secteur de la construction et filières. Donc comment on s'approvisionne en matières premières et qu'est-ce qui se passe au niveau du consommateur. Et l'idée, c'est de regarder à chacune de ces étapes quels sont les enjeux économiques, les enjeux environnementaux à l'œuvre et quelles sont les solutions que l'on peut trouver pour trouver un équilibre entre l'économique et l'écologie. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui peut-être se disent tiens, en fait, bosser dans ces thématiques-là, c'est se retrouver juste à faire de l'associatif, du bénévolat, etc. Il y a aujourd'hui un marché professionnel qui est en attente de profils comme cela, de profils qui vont se lancer là-dedans. On ne va pas faire que de l'association. Ah non. non. En fait, on a tous connu il y a quelques mois la crise du manque d'essence. Et justement, les entreprises ont dû essayer de revoir un petit peu leur mode de fonctionnement. Et certaines ont développé ces biocarburants, ont changé tout le principe de formulation pour fabriquer des biocarburants et pour s'adapter, pour proposer une nouvelle solution. On revient encore 2 ans en arrière avec le coronavirus, où du jour au lendemain, il a fallu produire du gel hydroalcoolique. Là aussi, ce gel hydroalcoolique a été fabriqué à partir des betteraves. Et les entreprises, en fait, ont modifié leur process de formation de nouvelles molécules pour arriver à fournir une partie de la France en gel hydroalcoolique en quelques semaines seulement. Donc, effectivement, il y a certaines choses où le destin a un petit peu accéléré le changement, la transition, mais les entreprises réfléchissent aujourd'hui à économiser, à changer leur mode de fonctionnement, à utiliser des produits issus de la biomasse végétale
pour fabriquer de nouveaux matériaux et essayer de remplacer l'utilisation du pétrole. J'ai juste une petite question. Est-ce que du coup votre école elle prépare à la recherche, c'est-à-dire que on peut déboucher sur des métiers tels que chercheur, parce que vous avez parlé de la décroissance et du changement de mode de fonctionnement, par exemple de la consommation et de la production. Donc c'était juste. Ah oui, ça. oui, tout à fait, tout à fait. Donc à la fois recherche d'un point de vue science ou d'un point de vue, enfin science et technique, ou d'un point de vue sciences économiques, Ouais, sciences humaines et sociales. sciences humaines et sociales. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc ça fait partie. Ça va passer par quoi pour que tout ça soit massifié? Est-ce que c'est la réglementation qui va faire en sorte qu'on va arriver à quelque chose qui va changer? Est-ce que c'est la recherche qui va faire en sorte qu'on va arriver à un modèle qui va changer? Est-ce que c'est la loi? Bon, je dis réglementation. Est-ce que c'est les entreprises qui vont faire? Qu'est-ce qui va faire bouger les choses et comment vous pouvez former des jeunes qui vont faire bouger les choses dans quelques années? Tout. Ah, oui, tout. C'est très complexe, ça va être ma pirouette. Non, très complexe parce que c'est un peu tout en même temps, c'est tout qui change en même temps. Il suffit qu'on ait un choc exogène, donc un choc issu de la guerre en Ukraine, pour remettre tout en question. Là, on a le coronavirus qui arrive, on remet tout en question. C'est un peu tout en même temps. Et je pense que l'une des solutions, c'est que les différentes disciplines travaillent ensemble sur des projets communs, sur des objectifs communs. Donc, comment développer une stratégie sobriété? Eh bien, vous allez avoir les chercheurs dans les labos qui vont essayer de trouver des ressources de substitution, donc les biomatériaux, des bioénergies, des énergies renouvelables. Et d'un autre côté, vous allez avoir les spécialistes les sociologues, spécialistes de la consommation qui vont regarder les changements de pratiques. Vous allez avoir les spécialistes de l'innovation, les économistes de l'innovation qui vont regarder comment les territoires vont être porteurs d'innovation et comment la subvention publique va générer de l'emploi, etc., etc. Tout est en train de se faire en même temps. C'est pour ça que nous, on a besoin de vous. Quand on souhaite vous former, c'est parce qu'on veut que vous soyez prêts pour ce qui est en train de se passer. Je suis ici avec Alexis, c'est ça? Alors Alexis, tu suis la conférence depuis tout à l'heure. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton profil? Tu es en réorientation, qu'est-ce que tu as fait avant? Avant, j'ai fait un BUT génie civil. Ça m'a pas plu, du coup, je me suis réorienté, je vais faire la communication. Donc tu pars dans la communication. La communication, tu devrais bosser dans quoi dans la com? Dans la pub et tout ça, les affiches. Donc tout ce qui va être graphisme, communication digitale. Et la transition écologique, tout ce qu'on dit, ça te parle? Oui, bah, j'ai fait un bac STI 2D, donc ouais. Donc c'est au cœur des enjeux. Pour quelqu'un qui est dans la communication, par exemple, comment lui, soit à travers vos formations, soit dans ses pratiques professionnelles, qu'est-ce qui peut faire qu'il atteigne un peu ces dimensions-là? Parce que c'est ça aussi, c'est que parfois, notamment sur ce domaine de transition écologique, et notamment quand on est au lycée, on se dit, bah oui, il y a des choses à faire, évidemment, on sait tous, voilà, moi je fais du recyclage, les verres, je les mets dans la poubelle à verre, mais au quotidien, on se dit, oui, mais c'est pas à moi, enfin, c'est pas moi qui vais œuvrer pour ça. Et pourtant, quelqu'un comme Alexis, quelqu'un comme vous dans la salle, on a tous un rôle à jouer à travers sa formation, à travers son travail. Tout à fait. Alors déjà, pour vous rassurer, dans la formation, on a pas mal d'étudiants qui viennent de DUT, BUT, et qui ont fait même de la logistique, et qui se retrouvent chez nous justement pour utiliser les compétences de l'IUT à bon escient. Alors en ce qui concerne le changement de pratique, les formations en sciences humaines et sociales sont destinées à étudier les outils d'incitation. Comment on peut inciter les nouvelles pratiques via une variation, un changement de prix, et comment on peut utiliser un message pour influencer les comportements, ça les nudge, ça peut être des choses comme ça, mais également comment on peut créer un langage commun entre les individus. C'est marrant, je fais une petite pause, vous employez le terme de nudge, c'est ça? Oui, c'est un truc à la mode, ouais. Ouais, mais ça c'est très drôle parce qu'en fait, pour que vous compreniez sur l'impact que ça peut avoir, c'est la manière dont le marketing, par exemple, peut changer les habitudes des individus. Et l'exemple le plus simple pour le comprendre, un nudge, c'est quand on veut créer une action, une activité chez les gens. Et par exemple, dans une ville, ils s'étaient amusés à mettre des touches de piano sur des escaliers. Et quand on montait, ça faisait une petite mélodie. Et du coup, les gens, de plus en plus, plutôt que de prendre l'escalator, ils préféraient avoir leur petite musique. Genre, et puis c'est rigolo, on monte et tout. Et petit à petit, on nous a conditionné. D'habitude, on prend l'escalator. Et puis hop, là, on se retrouve à prendre l'escalier. Et c'est ça, en fait, c'est que à travers les outils de communication, de marketing, il y a peut-être des nouvelles pratiques à faire pour que Tout à fait. les gens ils aient des réflexes. Par exemple, que les poubelles de recyclage, quand on met quelque chose dedans, ça fasse un petit bruit. Peut-être pas celui-là parce que ce bruit est vraiment nul. Mais voilà, c'est ça sur les C'est quoi on ça. peut travailler. Et avec tous les outils d'incitation qui vont avec, donc ça peut remettre
Voilà, les idées s'envolent, les idées partent. Ça, par exemple, c'est rigolo, mais c'était à la fois une bonne idée d'offrir un ballon, et finalement, le ballon, il va rester ici quelques jours Bon. sans doute, il va exploser, ça va être polluant. Donc voilà, il y avait Ouais. peut-être un nudge qui n'était pas bon. C'est l'amusement. Bon, c'est pas grave, vous en aurez un autre de ballon. Alors, ce que je voulais dire par là, oui, c'est trouver des outils d'incitation de cette manière-là, mais attention à ce que ça se transforme pas en greenwashing, hein, parce que ce sont des outils qui sont puissants, variation de prix, vous mettez en place un système de consignes, ça incite les individus à aller automatiquement au recyclage, mais il faut quand même voir un peu la finalité de tout ça. Si c'est pour ne pas changer le logiciel, c'est pas le but. Le fait d'être à Reims, c'est aussi un ancrage territorial. Il y a des communautés d'agglomération, il y a beaucoup d'entreprises, etc. Tout ça, c'est aussi un terreau fertile pour les programmes que vous Ouais, proposez. tout à fait. Tout à fait. De quelle manière ça peut être? Il y a des opportunités pour les gens. Comment ça peut fonctionner? Bah, c'est vrai que les entreprises, en fait, on travaille énormément avec elles. Déjà, du fait que nos étudiants partent en stage tous les ans dans des entreprises différentes, nous, ça nous permet d'avoir un carnet d'adresses relativement bien fourni, de conseiller après nos étudiants pour aller faire un stage, soit chez l'un pour faire telle ou telle chose, soit chez l'autre pour faire d'autres choses. Et on a l'avantage d'avoir un territoire qui est vraiment très très riche en entreprises. On doit avoir allez, peut-être 200 ou 300 entreprises dans le domaine des biotech autour de Reims qui embauchent, hein, qui cherchent vraiment à embaucher. Ça paye bien, les biotech? Ça paye bien comme... Oui. Ouais, ça va. Liste de Non. valeurs, une liste veut un prix. Ouais, Oui, c'est quoi les salaires dans la transition? Vous avez dit, il y a plein de typologies de postes, des formations courtes, des formations longues. Donc ça doit dépendre de ce qu'on fait. Plus on est Ben long, oui. plus on est payé. oui. Dans notre domaine, ça varie parce que si vous décidez de vous engager dans une ONG, dans une asso, les salaires ne seront pas du tout les mêmes, seront généralement plus bas que dans le privé. Donc certains décident de travailler dans les startups en tant que responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Oui, ça c'est un point, pardon, parce que toutes les entreprises aujourd'hui, elles doivent avoir un agenda social, Exactement. économique, écologique. Ça doit être pourvoyeur d'emploi. RSE, c'est un terme que vous avez déjà entendu ou pas? C'est un keyword d'un professionnel. Si vous mettez RSE quelque part dans vos lettres de motivation, je suis très engagé sur la RSE, responsabilité sociétale Voilà. des entreprises, c'est génial. Et ça, il y a des postes. Oui, il y a des postes, il y a une demande. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'initialement, c'était les sciences de la vie, de la technique qui étaient beaucoup demandées. Et là, on se rend compte que maintenant, les sciences humaines et sociales prennent une place de plus en plus importante sur ces types de postes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ça vous inspirera? Une question première, on t'écoute. À quoi ça ressemble une journée type dans vos écoles? Ah, alors, Ah, la une fac. journée type. Comment c'est? Ouais. Est-ce qu'on est bien encadré? Comment vous accompagnez vos jeunes? À quoi ça ressemble? Ouais, on est bien encadré, on va dire que Ah ça, oui. oui. Non, alors, au niveau des sciences de la vie, globalement, on est sur des petites promotions d'environ 300 étudiants en première année, pour après terminer sur des promos d'une vingtaine d'étudiants en Master 2. Et les étudiants, très rapidement, en fait, on les connaît personnellement. Alors, pas les étudiants de première année, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, à partir de la troisième année, on connaît les étudiants par leur nom, par leur prénom, et on arrive comme ça à les suivre tout au long de leur cursus. Et au niveau de l'encadrement, en fait, c'est quelque chose qui est régi par le règlement des études. Donc, quand vous êtes en cours, il y a un nombre d'étudiants dans un amphi qui ne doit pas être dépassé. Donc, nous, en sciences, c'est 120 étudiants pour un enseignant. Il y a des places pour tout le monde dans l'amphithéâtre. C'est Pas besoin de rester au important. fond comme ici. Voilà, c'est important, tout le monde peut s'asseoir. Et puis après, une partie des enseignements se déroule en travaux dirigés, où là, il y a 32 étudiants dans une salle pour un enseignant. Et puis après, environ un tiers, c'est à peu près un tiers d'enseignement qui est réalisé sous forme de travaux pratiques. Et là, c'est un prof pour 16 étudiants. Donc c'est Là, on pour est ça en petit voilà, groupe. en petit groupe. Et pour nous, alors dans le cadre de notre formation, que c'est Master d'économie appliquée, c'est d'être chargé d'études
en développement durable et transition écologique. On est sur Instagram, au passage, si ça vous intéresse. Ah, Oui, l'influence. on s'adapte sur Instagram. Et quant à nous, oui, c'est effectivement une quinzaine d'étudiants. Et nous, notre credo, c'est de faire du cousu humain. C'est-à-dire que l'étudiant, lorsqu'il est recruté en master, il a un projet et on l'accompagne du début jusqu'à la fin. Donc, s'il se peut très bien que certains sont vraiment engagés sur l'international, ONG à l'échelle internationale, les étudiants en Master 1 ont un mémoire de recherche à faire sur la problématique qui les intéresse. Donc certains vont travailler sur l'alimentation végane, d'autres vont travailler sur le changement climatique. Aucun problème, on a des spécialistes au sein de notre laboratoire, parce qu'il faut savoir que les masters sont rattachés au laboratoire de recherche. Donc vous avez les experts du laboratoire qui viennent faire des enseignements dans la formation. Donc les gens qui ont les connaissances, ils sont à la pointe du domaine. Et ensuite, nous, une fois que le mémoire est fait en Master 1, il y a en Master 2 des projets collectifs. Donc là, pour le coup, vous travaillez en équipe sur un sujet qui vous intéresse. Des fois, on peut vous en proposer un d'office sur la transition énergétique ou sur la sobriété ou j'en passe. Et ensuite, il y a un stage de fin d'études qui dure 6 mois, qui peut se passer en France ou à l'étranger. D'ailleurs, si c'est un stage à l'étranger en lien avec la bioéconomie, je demande à Nathalie, parce qu'il y a des financements. Il y a des Déjà, il y a peut-être financements. un avantage dont on peut parler, c'est qu'à l'université, on paye que des frais d'inscription à l'université. 250, Oui, De combien environ 250, je crois. 250 euros. 243. Voilà, par an. Donc c'est Précis, beaucoup plus minime que certaines formations que vous avez pu voir. Le diplôme est évidemment reconnu. Et en plus, on peut avoir des bourses pour étudier à C'est l'international. gratuit en plus. Oui. quand c'est bien. Donc il y a plusieurs types de financement pour faire un stage ou un séjour académique à l'étranger. Soit vous partez dans le cadre d'Erasmus, donc là vous avez des aides de l'Europe et de la France. Soit vous partez pour faire un stage qui est dans votre cursus. Et là il y a des aides personnalisées en fait au niveau de l'université, puisque l'université a la chance de piloter un campus des métiers et des qualifications d'excellence en biotechnologie, justement. Il s'appelle Bioeco Academy. Et dans le cadre des activités de ce campus, on favorise la mobilité à l'international. L'importance d'internationaliser son Voilà. parcours. Merci à tous les deux d'être venus pour cette conférence qui était la dernière. Merci, Merci. on peut les applaudir très fort. Merci. Et on le voit, il y a plein de choses à faire, plein d'enjeux passionnants. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence en direct ou en replay. C'était la dernière de ce Salon Your Future. Merci à toutes les équipes techniques qui ont assuré. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les réseaux sociaux.